Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Cet été, Champité met à l'honneur les incroyables pouvoirs des escargots avec une exposition ludique. Les visiteurs pourront découvrir les multiples talons de ces gastéropodes, leurs baves transformées en colle, leurs yeux situés au bout des antennes et leur capacité à être à la fois mâle et femelle. Face à la menace pesant sur 40% des espèces d'escargots en Suisse, l'exposition propose des initiatives pour la préserver la biodiversité bien sûr, telles que créer des tas de bois par exemple, laisser du bois mort, construire des murs de pierre et aménager des points d'eau. En plus de l'exposition, un atelier créatif pour enfants et un concours intitulé « Ça roule pour l'escargot » sera organisé pour sensibiliser et engager le public dans la protection des escargots et de leur habitat. Pour en parler beaucoup mieux que moi ce matin, je reçois un spécialiste, Thierry Pellet de chez ProNatura. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ces drôles de bestioles, si je puis dire, ces escargots drôles. Enfin, pas forcément drôles, mais en tous les cas, ces bestioles qu'on voit beaucoup en ce moment. Hein. Alors oui, grâce à la pluie, eux, ils sont heureux, ils sont contents. Ouais, grâce à cause. Ouais. Oui, il y en a beaucoup, et puis c'est aussi pour ça qu'on a voulu en parler. Il y en a partout, tout le monde les connaît, et puis en fait, ils sont largement méconnus. Vous avez dit 2-3 éléments qui sont souvent méconnus du public. Ouais. Donc c'est ça notre but. Dans une expo interactive ludique, donner envie aux gens de mieux les connaître, et vous l'avez dit, l'enjeu aussi, à un moment donné, c'est de les protéger. Les protéger. Alors, on dit qu'il y en a beaucoup, mais pour autant, il faut les protéger. Hein. Il y a un petit paradoxe là. Oui, mais comme beaucoup d'espèces d'animaux en Suisse, ils sont souvent menacés, et pourtant on continue de les voir et on se dit tout va bien. Ouais. Même chose avec les insectes, etc. Alors, il y a 240 escargots en Suisse. Vous pouvez commencer la collection. Ouais. Et la moitié, 40%, sont menacés. Donc, une espèce d'escargot sur 2 va mal. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme, qu'on montre aux gens, en s'amusant, comment, c'est qui les escargots. J'ai quelques petits fun facts comme ça qu'on pourra échanger pour donner envie aux gens de venir à l'expo. Et puis après, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma vie, sur mon jardin, sur mon balcon. Ils ont un rôle important, les escargots, dans l'écosystème, pour cette biodiversité dont on parlait en introduction. L'escargot amène quelque chose au niveau de la nature. Comment est-ce qu'on pourrait décrire justement ce qu'il fait, son rôle en fait ? À quoi il sert ? C'est souvent la question. Oui, c'est ça, ouais. Alors déjà, il est beau. Oui, c'est vrai. Et de l'observer dans sa lenteur, c'est déjà quelque chose, mais c'est un peu une réponse. On va avoir le temps. Savez-vous à quelle vitesse avance un escargot ? Pas du tout, vous allez certainement pouvoir me le dire. Oui, moi je ne le savais pas, je l'ai appris dans l'expo, 5 mètres à l'heure. Ah ouais. Donc il se hâte lentement. Ouais. Mais voilà, mais à part ma réponse un peu sous forme de gag, l'importance des escargots, ou leur fonctionnement dans l'écosystème, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des détritivores. Ils vont prendre les détritus, les manger, les digérer, donc décomposer les choses. D'accord. Et j'ai une très bonne nouvelle pour les jardiniers, parce qu'on dit les escargots mangent mes salades. Les limaces. Il y a les limaces, mais aussi les escargots. Ouais. En fait, les escargots se nourrissent surtout de détritus et un peu seulement 20% de produits frais. Donc c'est des aspirateurs en fait, c'est des nettoyeurs. C'est des aspirateurs, des nettoyeurs qui décomposent, et après, du coup, ça permet aux suivants, aux plus petits insectes de continuer ce travail de décomposition qui après, à la fin, vient nourrir le sol et nourrir le vivant. Alors monsieur, madame, tout le monde, ceux qui ont un petit jardin, un petit coin de verdure pour pouvoir préserver ces différentes espèces d'escargots, on peut faire des choses, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place facilement ? Alors, au niveau individuel, c'est assez simple. On l'a dit, l'escargot, il aime l'humidité. Donc, si vous avez la chance d'avoir un jardin, c'est facile. Laissez des tas de branches de bois. Nettoyez pas votre jardin picobello. Laissez aussi un tas de feuilles mortes. Pas besoin de tout amener à la déchetterie, aux déchets verts. Et puis aussi, ça c'est important pour les escargots, mais pour toutes les espèces, laissez un petit coin non tondu.
Vous pouvez faire des chemins tondus dans votre jardin. Vous pouvez décider que vous en tondez la moitié. Enfin bref, mais laissez des petits coins non tondus où la vie, les insectes pourront continuer de venir butiner, les orthoptères, c'est-à-dire les grillons, les sauterelles, et les escargots continueront de trouver l'humidité et la nourriture dont ils ont besoin. Alors, c'est hyper intéressant, c'est une exposition vraiment intéressante qu'il faut absolument voir. Et puis, ce que vous venez de dire, c'est des petites choses qu'on peut faire qui sont faciles à mettre en place. Et on aurait tort effectivement de ne pas le faire. Quel regard vous avez par rapport à... parce que ça se mange aussi, l'escargot. Hein, non, mais je pense que c'est aussi des questions qui doivent revenir sur la table, parce qu'il y en a qui font des repas aux escargots. Votre rapport par rapport à ça, justement? Alors... Pronatura parce que les animaux sauvages, on les mange pas, on vient de le dire, ils sont menacés, donc on va pas aller ramasser les escargots dans la nature pour en faire un plat. Après, il y a des élevages d'escargots qui existent. Donc là, on peut en effet discuter si l'élevage d'escargots est souhaitable. Je sais qu'il y a une initiative d'essayer de faire des escargots bio en élevage. Voilà. Pronatura est pas favorable à ça parce que a priori cet élevage pose un certain nombre de problèmes. Donc voilà, je dirais que ma position importe peu. J'en ai eu mangé gamin, mais je dirais qu'au niveau de Pronatura, on est absolument opposé évidemment à ce que les gens consomment des animaux sauvages. Et puis pour l'élevage, il y a quelques petits soucis qui font que c'est pas encore forcément la bonne réponse. D'accord, très bien. Donc voilà, les petites choses, on les a bien compris. Maintenant, pour revenir à nos escargots, pour pas dire nos moutons, cette exposition, elle est ouverte cet été. Et le 14 juillet, il y aura un événement spécial. Hein. Oui. À quoi vous pensez? Ateliers créatifs du 14 juillet. Oui, alors on a en effet... Ouais. D'abord, c'est une nouvelle expo, j'aimerais dire. Ah oui, c'est important. On a ouvert notre centre à mi-mars, et donc c'est la nouvelle expo. Elle est quand même sur près de 300 mètres carrés, donc c'est un grand espace muséal. Oui. Et du coup, on a toute une série d'ateliers qui vont avec. Parce que le prochain était pas dans ma liste à cette date-là. On a un atelier bricolage beaucoup plus proche, le 19 juin, avec les enfants pourront faire avec de la pâte à sel, avec nos animatrices nature, des coquilles d'escargot. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous autour de notre escargot, de notre expo, le 19 juin. Okay. Et puis les ateliers dont vous parlez de bricolage, oui, on en a toute une série durant l'été, les mercredis après-midi, et là, en effet, c'est nos animateurs nature qui préparent chaque fois une animation différente. Les enfants repartent avec un bricolage. En général, ils ont la banane. Bah ça c'est bien. Et donc durant les vacances, Pronatura est ouvert évidemment à Champitay. Hein. On est ouvert 6 jours sur 7, du mardi au dimanche. On est même ouvert les lundis fériés. Le prochain, ça sera le jeûne fédéral au mois de septembre. Donc on est là dès 10h du matin en attendant petits et grands. Et les familles s'amusent bien dans l'expo. Et ce qui est important, c'est la sensibilisation, hein, c'est aussi de s'intéresser à cette faune, à cette flore, à cette vie qui nous entoure, qu'on a tendance un petit peu à maltraiter et à oublier de temps en temps. Hein. Oui, il y a connaître pour protéger, savoir que c'est menacé. Et puis, ce qu'on essaie aussi de faire à Champitay, c'est de pas juste toucher les gens dans la tête, mais aussi dans leur cœur. C'est le waouh. Waouh, la nature, c'est beau. Waouh, un escargot. Il y a des tout petits escargots, il y en a des poilus, il y en a des grands, on apprend dans l'expo que l'escargot, tous les escargots, saviez-vous, ont la coquille qui tourne dans le même sens, à droite. Je ne savais pas, mais c'est hyper intéressant. Sauf qu'évidemment, dans la nature, il y a toujours des exceptions. Donc, il y en a qui tournent à gauche. Donc, si vous trouvez dans la nature un escargot qui tourne dans l'autre sens, vous avez une rareté dans la main. Donc, voilà, en disant des choses comme ça... Il faut de la politique, en fait. Ouais, alors oui, gauche-droite, mais en ce moment, c'est un peu sensible comme sujet. L'escargot tourne à droite. Oui. Mais disons qu'avec des petites choses comme ça, on touche aussi, pas seulement je connais tout sur l'escargot, mais c'est beau. Et puis nous, notre point de vue, notre principe, c'est de dire que ce qu'on aime bien, on le protège bien. Oui, c'est important ce que vous venez de dire et c'est un bon message. Et on aime beaucoup l'idée. Il y a un site internet, pronatura-champ-pitay.ch. Oui.
qui vous permet de tout comprendre, tout découvrir en détail et puis peut-être organiser une visite justement et aller faire un petit tour pour visiter cette exposition. Il y a des images là où vous voyez le marais qui est magnifique. C'est extraordinaire. Donc on peut quand même rappeler que notre centre est dans la plus grande réserve de marais lacustres de Suisse. Oui. C'est 40 km de réserve naturelle sur toute la rive sud du lac de Neuchâtel. Magnifique. Alors nous, on a un petit timbre-poste de 45 hectares, mais c'est quand même pas mal. Ouais. Et donc venir à Champitès et se balader dans la forêt, dans le marais, dans nos jardins, la nature est là, elle attend. Voilà, pour petits et grands, parce que c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Alors vraiment, c'est important de le rappeler. Les adultes apprendront plein de choses aussi. Ouais. Je les regarde et ils s'amusent la même chose que les enfants avec les choses interactives dans l'expo. Ça fonctionne pour tout le monde. Bah ouais, ce matin, on m'avait déjà appris plusieurs choses en quelques minutes. Vous voyez comme quoi c'est effectivement super intéressant. Merci beaucoup Thierry Pellet. pronatura-champ-pite.ch pour en savoir un petit peu plus. Et puis dès maintenant, et puis la semaine prochaine et durant l'été, plein d'animations autour de cette thématique et d'autres choses bien sûr autour de la nature à découvrir. Absolument, merci beaucoup. Merci. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Dorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le jeudi 22 août prochain, 10 jours après les Jeux Olympiques, le stade de la Pontaise accueillera les plus grandes stars de l'athlétisme mondial et la Suisse sera très bien représentée. On en parle ce matin avec le mythique organisateur d'Athlétissima, Monsieur Jackie Delapierre. Bonjour Jackie. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, très bien. Oui. Merci d'être là. En plein boom, mais ça va. Plein boom, oui, j'allais dire, c'est une période un peu faste pour toi là en ce moment. Oui, on voyage beaucoup pour discuter avec les managers, même si on a un meeting après les Jeux Olympiques, on est déjà en train de ficeler des contrats avec certains bonus en cas de médaille, mais le plateau sera fait avant les Jeux Olympiques. Ouais, donc ça veut dire que là, c'est un peu les derniers préparatifs. Oui, on a visité certains meetings, notamment Stockholm il y a 10 jours. On est resté quelques jours à Rome pour les championnats d'Europe et fixer différentes choses. Et on repart dans une semaine aux États-Unis pour les sélections américaines et trouver les stars américaines et aussi jamaïcaines. Alors je l'ai dit en intro, ce sera 10 jours après les Jeux Olympiques, le 22 août prochain, la 49e édition de cette prestigieuse compétition Athlétissima, mon cher Léo de Garrigues. Oui, tout à fait, Jackie Delapierre, vous l'avez dit, l'actualité la plus chaude, ce sont ces championnats d'Europe d'athlétisme qui viennent de se terminer. La Suisse visait 6 médailles, il l'avait annoncé, on en a fait 9 finalement. Vous y étiez, comment est-ce que vous avez vécu ces championnats d'Europe ? D'abord, avec beaucoup de plaisir de vue des résultats des Suisses, mais enfin, c'était quelque chose d'inattendu d'en avoir 9. On espérait quand même secrètement d'en avoir un plus que 6, mais là, c'était vraiment un exploit. On aurait même pu en faire un peu plus, mais ça montre surtout le développement de l'athlétisme suisse depuis quelques années, depuis maintenant de nombreuses années. On avait démarré en lançant les championnats d'Europe 2014 avec le Weltklasse de Zurich, c'est donc avions été les initiateurs de cette candidature. Et depuis là, on dit il y a des athlètes qui finissent leur carrière, ça va être difficile d'avoir une relève, et cette relève, elle est permanente grâce à une structure qui a été mise en place, des financements qui ont été trouvés, un soutien de ces deux entités que j'ai nommées, Athlétissima et Weltklasse. Et je crois que ces deux meetings, ils amènent l'envie de la jeunesse de pratiquer ce sport et de le développer. On voit chaque année, après nos deux événements, les clubs doivent refuser du monde parce qu'ils n'ont pas assez d'instructeurs et d'entraîneurs. Et tant mieux, on va dire, mieux avoir, c'est un peu un problème de riche, on va dire, mais il faut aussi toujours améliorer ces structures, améliorer l'encadrement, et c'est aussi notre rôle, c'est pas seulement d'organiser un meeting. Dominique Lobalou sur 10 000 mètres, Mungiga Kambouji sur le 200, Angelika Moser à la perche et Timothée Mumenthaler sur le 200 mètres. Les 4 titres européens de la Suisse sont là. Lequel vous a le plus marqué ? Je vais dire, celle qui m'a fait le plus plaisir, c'est Angelika Moser. C'est une fille extraordinaire qui a un charisme incroyable. Elle va pas sauter à Lausanne, mais elle sera certainement présente. C'est quelqu'un qui vit l'athlétisme. Elle vit dans une famille où l'athlétisme est le centre des préoccupations. Elle fait parallèlement des formations professionnelles, mais elle dégage une chaleur de vie incroyable.
Puis après, je vais dire quand même la surprise de la médaille, pas de la médaille, mais de la victoire de Mumenthaler. C'est vrai que c'était vraiment, personne n'aurait pu l'imaginer. Une médaille, oui, on avait quand même le sentiment qu'il avait les capacités, mais pas ce titre. On est à un gros mois des Jeux Olympiques. Forcément, ces résultats aux Europes, ils sont de bon augure pour la Suisse aux JO. Je crois qu'il faut, oui, mais les championnats d'Europe, c'est 50 pays. Il y a peut-être 1 ou 2 athlètes qui ne sont pas venus, mais ça n'enlève rien aux médailles parce que les résultats chronométriques qui ont été ou de hauteur qui ont été réalisés par les athlètes suisses sont tout à fait de valeur mondiale. Les Jeux Olympiques, c'est 220 nations. Moi, je pense que une victoire au championnat d'Europe peut se concrétiser par une place en finale aux Jeux Olympiques. Des médailles, c'est très très compliqué. Il y a que la concurrence est rude et c'est le sport quand même dans le monde qui a le plus de fédérations qui participent aux Jeux. Par contre, pour vous, pour Athletissima, j'imagine que c'est de bon augure de voir l'athlétisme suisse briller comme ça à deux mois du meeting. Oui, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, comme je viens de le dire, c'est que on aide cette fédération, on est derrière, on soutient, on dépense à peu près 350 000 francs de notre budget pour la relève, et pas seulement que pour Athletissima. On a un centre national à Aigle, on est en train d'avoir des infrastructures à Lausanne, c'est nous qui finançons le loyer, c'est quand même 35 000 francs. On soutient tous ces athlètes que vous avez nommés, ils sont ambassadeurs d'Athletissima, on les paye tout au long de l'année pour qu'ils puissent se préparer. Donc, oui, c'est quelque chose d'assez fantastique pour nous. Et on le voit, je le disais tout à l'heure, en Suisse, il y a 2 sports qu'on ne peut pas comparer, qui sont le football et le hockey, qui ont une autre structure, une autre manière de fonctionner. Mais après ces 2 sports, il y a 2 sports qui fonctionnent le mieux en Suisse, c'est le ski et l'athlétisme, et on en est très fiers. Et est-ce qu'un athlète qui performe au championnat d'Europe, alors pour les JO, ce sera différent je crois, mais un athlète suisse qui performe au championnat d'Europe peut se retrouver programmé à Athletissima 2 mois plus tard? Ça peut jouer en sa faveur pour être à Athletissima? Oui, d'ailleurs, on organise Athletissima 12 jours après les Jeux Olympiques. Depuis 2012, on a toujours réussi dans le calendrier à être le premier meeting après les Jeux Olympiques. Mais il y a 12 jours, il y a une récupération. Il n'y a aucun autre organisateur qui veut prendre le risque d'aller entre la fin des Jeux et ces 12 jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de décompression après les Jeux. Et les athlètes, si vous prenez quelqu'un qui vient de Namibie, mais qui fait ses études aux États-Unis, qui est dans le système américain, il va gagner une médaille pour la Namibie. Et en fait, lorsque les Jeux sont finis, il est terminé, qu'il a fait son épreuve, le pays, et c'est normal, le président du pays souhaite qu'il rentre au pays, il doit décompresser, donc il a besoin d'une petite semaine pour récupérer. Alors certains vont rentrer chez eux, et d'autres on prépare déjà. Il y aura 3 pôles, une partie sera en Allemagne, après les Jeux, une partie du côté de Monaco, et une partie du côté de Venise. Donc on est en train d'organiser déjà les transferts. Mais ils ont besoin de cette période de récupération pour faire une fin de saison où, il ne faut pas se mentir, il y a quand même un peu d'argent à gagner. Il restera encore 5 meetings de la Diamond League, ça rapporte de l'argent. Ils ont aussi besoin de les faire pour leur équipementier, pour leur support, leur sponsor. Donc oui, ils vont y arriver. Il y aura tout de même les grandes stars de l'athlétisme suisse seront là à Athletissima. On pense au Sir Kambouji, à Laure Hoffmann qu'on avait reçu ici il y a quelques mois, à Simon et Hammer, Jason Joseph. Eux, c'est sûr qu'ils seront là quoi qu'il arrive au jeu. Oui, nous avons des contrats d'ambassadeurs, ils seront là. Ce matin, là, tout à l'heure, nous avons la conférence de presse. Nous aurons en live Mujinga Kambouji, Ditaji, Mumenthaler qui est rentré hier soir sera présent aussi dans cette conférence. Et non, je crois que ça nous pose... Tous ceux qu'on va annoncer aujourd'hui, puisqu'on va annoncer tous les athlètes suisses, qui sont ceux que vous avez nommés, à part Angelika Moser, puisqu'on fait la perche homme avec un city event et non pas la perche femme, seront bien présents à la Pontaise dans leurs disciplines respectives. L'exemple de Lobalo, qui est très fort du 1500 ou 10 000, a déjà coché la case, il sera sur 1500 mètres au départ d'Athletissima. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On parle sport avec la 49e édition d'Athletissima qui se déroulera le 22 août prochain dans notre bon vieux stade de la Pontaise à Lausanne. Le concours de la perche, le jour avant, on va en parler j'imagine d'ici quelques instants, c'est juste 10 jours après les JO de Paris. Et puis on a la chance d'avoir Jackie Delapierre sur le plateau avec nous. Le jour de la conférence de presse,
Juste avant, on est privilégié quand même. Merci de nous faire cet honneur, Jackie Delapierre. Merci à vous de m'inviter. Avec grand plaisir. Oui, Philippe l'a dit, ce concours de la perche organisé à Ouchy, place de la Navigation, la veille donc du meeting à la Pontaise, c'est quelque chose d'exceptionnel dans un cadre assez fou, avec les meilleurs perchistes du monde. Mundo Duplantis sera présent. C'est fou ce moment-là. Oui, dans un cadre assez extraordinaire, puisqu'on bénéficiera de l'infrastructure du basket 3x3. On travaille étroitement avec HLM pour cette organisation. Donc, s'il devait y avoir un petit orage, l'installation ne sera pas asséchée. Et surtout aussi, si c'était humide, les athlètes pourront prendre leur élan sur une piste sèche. On avait longtemps hésité de l'épreuve et on s'était déjà assuré, on peut le dire aujourd'hui, les services et la présence de Mundo Duplantis au mois d'octobre de l'an dernier. Mais on sait qu'il aime bien venir à Lausanne parce qu'il faut savoir toute la famille a des amis du côté de Neuchâtel. Donc ça leur permet de rester aussi 2-3 jours chez leurs amis. Et on se rappelle quand même du fameux concours à 6 mètres 10 lorsqu'on avait dû arrêter le concours à cause de la nuit. C'était pendant la pandémie en plus. Et c'est vrai, on est très, très fiers de pouvoir annoncer que l'ensemble des spécialistes mondiaux de la perche, que ce soit Duplantis, que ce soit Kendricks, Nielsen, c'est-à-dire donc qui parlent aux connaisseurs au Biena, et bien sûr Renaud Lavinani seront présents le mercredi soir autour du sautoir qui sera sur la place de la Navigation. Faire ce concours en public, dehors, dans un endroit très visité, ça permet quoi pour Athletissima ? Ça permet de développer notre marque, ça permet d'offrir au public quelque chose d'extraordinaire. On voit les athlètes de près. La barrière est à 2,50 m du sautoir. Donc, tous les échos qu'on a des dernières années, c'est que les gens se sentent concernés, investis par la compétition. Et les perchistes sont des showman, on le voit, c'est une grande famille, ils s'entraident entre eux, tout le monde le dit. Et puis ça nous permet aussi d'offrir quelque chose de gratuit, puisque l'entrée pour voir est gratuite, il n'y a pas de contrôle de sécurité, il y a de la sécurité, mais de sécuritas. Donc offrir ça au public lausannois, quand même, ce sont les meilleurs du monde et tout le monde aimerait bien, mes collègues aimeraient bien avoir Duplantis dans leur meeting. Et nous, on va l'offrir au public lausannois gratuitement au bord du lac à Ouchy dès 18h. Génial. On a l'impression, Jackie Delapierre, que vous connaissez tout le monde. Est-ce que c'est facile pour vous maintenant de faire venir Duplantis à Lausanne ? Est-ce que c'est des discussions âpres ou alors c'est 2 coups de fil et Duplantis débarque à Lausanne ? Alors, rien n'est facile dans la vie, mais c'est vrai que le réseau, je suis le plus ancien organisateur, veut dire, des meetings de la planète, ce qui me permet de pouvoir discuter plus facilement avec les gens. Les managers sont souvent les mêmes. Et oui, j'ai une relation particulière avec les perchistes depuis très très longtemps, depuis l'époque de Vigneron, de Quinon, de Galfion. C'est une discipline où j'ai beaucoup travaillé avec eux. Et même lorsque Duplantis est entré dans cette famille-là, il nous a rejoints, on va dire. Mais aussi avec les autres managers, c'est vrai que c'est très souvent des coups de fil. Ensuite, il y a des contrats, effectivement, mais la base, elle se fait relationnellement, et c'est pour ça que je voyage ces semaines-là. C'est pour discuter avec ces managers-là. Je ne vais pas aux États-Unis pour faire des vacances, ce sera plutôt très court et intensif. Et je vais rentrer avec des certitudes, peut-être pas des contrats, mais dans notre sport, lorsque quelqu'un a donné sa parole, il la tient. Magnifique. 2024, c'est une année assez particulière pour vous. Début janvier, la ville de Lausanne présentait la mouture finale du nouveau Coubertin où Athletissima va déménager, qui doit voir le jour d'ici 2028, avant de rétro-pédaler 2 mois plus tard en annonçant vouloir revoir sa copie. Où en est ce dossier-là ? Le dossier avance. Nous sommes un petit peu restés en arrière. C'est une décision politique. Aujourd'hui, nous sommes les 2 clubs, Stade Lausanne et Lausanne Sport et Athletissima, ensemble pour aller devant les politiques. Une réunion est agendée le 24 juin avec la commission municipale des sports pour aller expliquer le projet. Aujourd'hui, la municipalité fait une démarche, on ne va pas dire participative, mais fait une démarche d'information, de comprendre pourquoi on doit aller à Coubertin, pourquoi on doit aller à la Pontaise. Mais rien n'est gagné, je crois qu'il y a encore un long chemin. La seule certitude qu'on a, c'est que la municipalité doit obligatoirement avoir une décision à l'automne, parce que si cette décision n'est pas là, le projet Métamorphose va prendre beaucoup de retard et ce sera beaucoup d'argent qui sera perdu.
Léa Sprunger vous a rejoint récemment, il y a quelques temps déjà, mais dans le comité d'organisation d'Athletissima. Vous nous disiez il y a quelques mois que vous n'alliez pas tarder à remettre les clés de l'événement à la relève. Est-ce que vous avez avancé sur cette réflexion? Où est-ce que vous en êtes? Oui, les choses sont fixées, je les garde pour moi. Elles feront l'objet d'une annonce, mais oui, les choses sont fixées, elles sont décidées. Et nous avions une réunion de comité stratégique hier soir. Oui, les choses sont fixées et le calendrier sera tenu. Magnifique. Athletissima, 49e édition, j'imagine que des choses se répètent pour vous, ça fait un moment que vous êtes là. Est-ce qu'elle a une saveur particulière, cette édition 2024? Comment est-ce que vous la décririez? J'imagine que le fait qu'elle soit en année olympique, ça change peut-être des choses? Alors, comme on le dit souvent, il n'y a jamais un meeting qui s'organise de la même manière. C'est d'abord la temporalité. L'année passée, c'était fin juin, enfin c'est fin août. Mais les années olympiques, c'est toujours des années incroyables parce que le public a regardé à la télévision. En plus, cette année, c'est en Europe, comme en 2012. Il n'y aura pas de décalage horaire. Tout le monde va regarder les Jeux comme tout le monde va regarder l'Eurofoot. Et avoir 10 jours après la première compétition qu'on a pu voir à la télévision, on aura les athlètes présents devant nous dans le stade et des athlètes qui sont accessibles. Et on pourra les voir à l'entraînement avant. Oui, c'est quelque chose de très particulier, mais on travaille pour ça. Vous sentez une atmosphère différente quand le public a vu les athlètes il y a 10 jours, il y a 2 semaines briller et qu'ils les voient devant leurs yeux, 2 mètres devant eux 2 semaines plus tard? Alors, pas seulement une atmosphère différente, c'est une ferveur qui est différente, mais surtout on se rencontre avec l'après-vente. Que ce soit au Weltklasse de Zurich ou chez nous, on a déjà vendu pratiquement 75% des billets. Il reste des places partout, il reste encore 3500 places à vendre, mais on va passer mardi ou mercredi le cap des 10 000 places qui sont déjà vendues et on annonce les premiers athlètes aujourd'hui. Donc il y a un engouement de se dire à Athletissima, on va y aller parce que ce sera bien, on a une certaine crédibilité et il y a cette ferveur que les gens ont envie de voir les athlètes de près. Athletissima, c'est un événement fédérateur. Certains critiquent le fait que ce soit cher pour un seul soir, mais c'est important pour la ville de Lausanne, c'est important pour le sport suisse en général. C'est diffusé dans 170 pays, si les comptes sont justes. Je crois que c'est un faux problème de dire que c'est tant d'argent pour 2 heures. C'est ce qu'on a démontré à la ville. Je crois que maintenant beaucoup de politiciens ont compris. C'est tout ce que l'on fait en amont. On travaille toute l'année avec les clubs. Il y a la Coupe des clubs qui a lieu tout au long de la saison. On a une semaine des athlètes matins. On a trouvé un accord avec le canton, avec la DGSEO pour pouvoir promotionner, pas du tout avec des partenaires, mais promotionner le sport. L'année prochaine, on va aller dans les collèges tout au long de l'année pour favoriser le sport. Mais Athletissima, c'est le sommet de la pyramide. En fait, ça donne envie à des jeunes de pratiquer le sport. Donc, je crois qu'il y a toute une mission qu'on a là derrière et qu'on a bien mis en place. Et il est faux de dire que c'est 2 heures et que ça coûte de l'argent. Merci Jackie Delapierre, merci d'être venu ce matin nous parler si bien de cette 49e édition. Ce sera le 22 août prochain, le jour avant le concours de la perche, donc sur la place de la navigation à Lausanne. Jour de la conférence de presse, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là aujourd'hui, à part une bonne journée? Après, on a encore le repas de promotion, donc on va passer une très belle journée du côté d'Ouchy. Et on va annoncer, je ne vais pas dire dedans, mais on va annoncer un très beau concours du saut à la perche féminin qui était dans la ville l'an dernier, mais qui sera dans le stade. Mais ce sera quelque chose de magnifique, aussi beau que ce qu'on a fait en ville l'an dernier. Et c'est toujours majestueux de voir les filles sauter. Très bien, merci beaucoup Jackie Delapierre. Merci d'être venu ce matin nous rendre une petite visite. Tu viens quand tu veux, il n'y a pas de souci, la porte est grande ouverte. Merci pour l'invitation, c'est toujours aussi avec grand plaisir que je vous rejoins. Balance ton sport. Destination maintenant la piscine de Morges. Il va y avoir du sport, Jeux Olympiques, Euro de football, Tour de Romandie féminin. Pour suivre ces grands rendez-vous sportifs, la ville de Morges met en place un écran de diffusion à la piscine du parc où des animations gratuites seront aussi proposées. On en parle ce matin avec Laetitia Morandi, municipale morgienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis avec Sophie Favez, qui est responsable du restaurant de la piscine de Morges. C'est ça, la Piscotte. Bonjour. La Piscotte. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Ça y est, ça démarre aujourd'hui alors? Ça démarre demain officiellement pour nous. Ah, demain, très bien. Demain avec la Nati. Avec la Nati, évidemment. On attend le beau temps. Voilà. Allez, on vous le souhaite en tous les cas, le soleil. Laetitia Morandi, l'été sportif va être très chargé. Comment est née cette idée de proposer un écran géant à la piscine du parc?
C'est effectivement, vu le programme de l'été, c'est une opportunité unique de pouvoir mettre en avant le sport de manière générale et puis de pouvoir créer ce lien entre la population et puis aussi les athlètes morgiennes et morgiens. On a beaucoup de chance d'avoir plusieurs athlètes qui sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques dans notre région. Et puis l'idée, c'était de pouvoir offrir à la population ce spectacle et puis de pouvoir aussi offrir un point de rendez-vous pour les familles, pour les amis qui auront malheureusement pas la chance de pouvoir se rendre à Paris, qui puissent se réunir dans un environnement sympa, avec une bonne ambiance, et puis qu'on puisse voir nos athlètes performer, et puis on l'espère remporter, pourquoi pas, des titres. On y croit. Sophie Favet, pour ceux qui ne sont jamais venus à la piscine de Morges, pourquoi est-ce que c'est l'endroit idéal? Pourquoi est-ce que l'écran a été installé ici? Alors, je pense que si vous voyez une image du site, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Donc, les écrans, l'écran est installé en fait en bordure des bassins, avec en toile de fond la piscine, le lac et le Mont Blanc. Donc, c'est vrai que le panorama sera juste magnifique. Et puis, au-delà de ça, il y a toutes les infrastructures qui sont prévues pour accueillir les gens, y compris le parking qui est juste devant, le restaurant. Donc, on a une magnifique terrasse aussi qui va pouvoir accueillir les gens qui veulent se restaurer, je dirais, dans une ambiance un peu plus décontractée. Mais on a aussi mis en place un dispositif sur les pelouses avec du snack, un bar, toute une infrastructure pour que tout soit réuni pour passer un bon moment. Donc voilà, le lieu idéal. Vous l'avez dit, ça commence demain avec l'entrée en liste de la Nati à l'Euro à 15h contre la Hongrie. Vous êtes prête à recevoir beaucoup de monde? J'imagine que ce sera un événement important avec énormément de monde dès demain. Alors, on est préparé, effectivement, on est prêt, on attend juste le soleil, mais a priori, il va être avec nous, donc tout va bien se passer. On a limité en termes d'infrastructure et de capacité à 1000 personnes. Et juste pas oublier que ça reste la piscine et que la vocation première du site est d'être une piscine. Donc, on va aussi faire attention au site et puis qu'il reste accessible aux usagers, je dirais, habituels des lieux, et vraiment proposer quelque chose de complémentaire et pas trop... c'est pas une fan zone, hein, c'est important de le rappeler. Ce n'est pas une fan zone. Non, mais c'est important. Hein. Oui, parce qu'on va surtout pas faire que du foot. Et puis Laetitia l'a expliqué, c'est tout l'été qu'il va se passer des choses. Ouais. Donc on parle pas de fan zone chez nous. Ouais. Justement, évoquons la suite du programme avec les Jeux olympiques et paralympiques qui seront diffusés, avec les compètes des sportifs de la région, je crois, qui seront surtout mis en avant. Oui, alors bien sûr, c'est un angle, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire, aussi en partenariat avec les clubs qui seront invités à organiser avec nous des événements. On a plusieurs idées, plusieurs pistes qui sont en cours d'élaboration. Et puis, c'est aussi peut-être l'opportunité, ces Jeux Olympiques qui viennent une fois chaque 4 ans, de mettre en lumière des sports qui sont peut-être moins connus, moins médiatisés. Ouais. Donc, ça nous tient à cœur à la fois de pouvoir présenter les athlètes morgiens et puis aussi pour les autres clubs qui ont peut-être pas d'athlètes au JO dans la région morgienne, mais qui ont des pratiques sportives peut-être qualifiées de moins connues, de pouvoir les mettre en avant et puis de pouvoir diffuser ces sports sur grand écran, c'est vraiment une chance. Des animations seront également mises en place. À quoi ça va ressembler concrètement ? Alors, on a plusieurs pistes. Je pense que la plus grosse dont il faut absolument qu'on parle, c'est la toute dernière. Donc, le 8 septembre, on va accueillir la dernière étape du Tour de Romandie féminin à Morges. Et puis, ce sera un dimanche. On aura le départ, l'arrivée. Et entre deux, sur toute la journée, on va mettre en place le premier festival des sports morgiens. Donc là, on fait vraiment le tour de tous les clubs pour qu'ils puissent être représentés. Et ils vont proposer des démonstrations, des initiations. Tout ce qui peut faire vivre leur sport. Et puis, dans l'intervalle, on va aussi mettre en place, surtout l'été, un programme. On a plusieurs pistes à l'heure actuelle, mais on a eu quelques contacts, par exemple, aussi avec des sports qui sont peut-être pas olympiques, mais on veut profiter de l'occasion avec, par exemple, Zendo Ryu qui veut diffuser son film Kachikan, peut-être vous l'avez déjà vu, et puis sur grand écran, et puis profiter de l'occasion pour faire peut-être une démonstration. Le programme est très chargé, Sophie Favez. Est-ce que ça garantit une saison avec beaucoup de fréquentation, ce genre d'événement ? Alors, on espère. Je dois dire que la saison de la piscine et mon établissement qui est saisonnier commence très lentement. De toute façon, s'il fait beau, la piscine a une très bonne fréquentation. Je pense que ça va surtout peut-être attirer d'autres gens qui viennent pas forcément à la piscine, mais qui vont pouvoir redécouvrir le site de nouveau, qui propose énormément d'activités et pas mal d'animations aussi déjà sportives dans les bassins, autour des bassins. Donc on espère, oui, bien sûr, avoir beaucoup de monde et beaucoup de soleil. Et beaucoup de soleil, c'est un endroit magnifique. Donc c'est l'occasion jamais de vous rendre à la Piscotte. Et oui, à la Piscotte et à la piscine du parc d'abord. Voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Morges bouge. Oui, absolument. Tout à fait. Est-ce que, pour conclure, votre état d'esprit à l'aube de on est à la veille du lancement de cet été sportif à la piscine, c'est quoi votre état d'esprit chacune en quelques mots ?
Moi, je suis vraiment impatiente. Ça fait un petit moment qu'on prépare ce projet. Et puis, voilà, je suis aussi, à titre personnel, vraiment passionnée de sport. Donc, je suis impatiente de voir l'événement se dérouler. Puis, je suis aussi impatiente de voir nos athlètes performer dans les différentes compétitions. Et vous, Sophie ? Pour moi, je dois avouer un peu de fébrilité. C'est vrai que la saison a commencé doucement. Et puis là, on s'attend, ça va commencer fort. On parle de nouveau d'un sport qui est très populaire. Donc, on s'attend à avoir beaucoup de monde. Tout est mis en place pour accueillir tout le monde. Mais voilà, le point météo. D'ailleurs, je ne sais pas à quelle heure est la météo, mais je vais la suivre attentivement aujourd'hui pour être sûr que le soleil soit avec nous et qu'on puisse vraiment proposer un accueil dans des bonnes conditions pour tout le monde. Média, les anecdotes de Knut. Bienvenue autour de la table de Knut. Comme chaque vendredi, ça se passe comme ça. La gastronomie prend ses quartiers sur M le Média. Bonjour Knut Schwander. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais je vais toujours très très bien le vendredi quand je viens parler de gastronomie. Eh ben c'est tant mieux. Nous aussi, on va bien et on est content aujourd'hui de recevoir un grand monsieur, une légende de la gastronomie. Une légende, vraiment. On peut le dire. C'est Louis Villeneuve qui sera avec nous tout à l'heure, qui a plein d'anecdotes. Comme je le disais la semaine dernière, il va vous faire concurrence aujourd'hui concernant les anecdotes. Oui, c'est vrai. Oui, il faut dire que justement, c'est une histoire qui commence en 1948 quand même. Donc effectivement, il y a eu du temps pour récolter des anecdotes qu'il raconte avec délectation et talent. Donc je me réjouis de le recevoir dans quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de vos anecdotes. Voilà, exactement. Oui, quand même, il faut que je défende un tout petit peu mon beefsteak, j'ose dire. Vous allez peut-être faire un bouquin un jour. Alors, on ne sait jamais. Mais disons, c'est pas encore en cours. Bon. Mais ce qui est assez amusant, c'est que c'est une anecdote qui est liée à l'hôtel de ville de Crissier, où Louis Villeneuve a joué son rôle de plus célèbre maître d'hôtel de Suisse, parce que je ne suis pas champion de la gestion d'agenda, et souvent, je fais les choses un peu vite. Donc, je me souviens très bien d'avoir noté dans mon agenda hôtel de ville de Crissier, c'était un jour à midi, en me disant, j'ai pas besoin de mettre plus d'informations, parce que disons, on n'oublie pas ce qui se passe à Crissier, disons, a priori, non, c'est ça, on n'y va pas tous les jours non plus, donc voilà, c'est quelques mois à l'avance, et un beau jour, une semaine avant, je tombe sur ce rendez-vous, je me dis, mais avec qui est-ce que j'ai rendez-vous à l'hôtel de ville de Crissier ? Je ne trouve pas la réponse. J'ai appelé l'hôtel de ville de Crissier. Ils ont fait des recherches. Je leur ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une table pour deux ? Est-ce qu'il y a un repas de presse ? Je ne sais pas, n'importe quoi, un événement. Non, rien du tout. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas être là si quelqu'un m'a invité. Mais d'un autre côté, voilà. Je me suis pointé à midi pile à l'hôtel de ville de Crissier, qui était averti, où tout le monde me regardait avec l'air un petit peu narquois quand même. Le type Bugomio qui débarque et qui ne sait pas avec qui il va manger, c'est quand même c'est pas tous les jours non plus. Et c'était Benoît Violier qui m'a très gentiment invité en cuisine à boire un verre, mais personne n'est arrivé qui attendait Knut Schwander, donc ça devenait un petit peu inconfortable. Mais voilà que débarque en cuisine un couple. Une jeune, très belle femme d'ailleurs, que j'avais rencontrée par hasard, je crois 15 jours avant, j'avais fait sa connaissance. Et alors, évidemment, comme j'avais rien d'autre à faire, j'ai discuté avec eux, je voyais bien que son compagnon était un peu moins ravi de ma présence, ma femme. Elle, en tout cas, me dit « Ah, mais mangez donc avec nous !» Puisque vous êtes seul, là, et un peu nigaud, je dois dire, j'ai accepté, sans réfléchir au fait que peut-être que le deuxième, disons, son compagnon n'avait pas prévu de manger avec moi particulièrement ce jour-là. Mais enfin, toujours est-il qu'il a été condamné à manger avec moi. Ça a été un grand plaisir parce qu'on a eu une très belle conversation. Mais tout ça pour vous dire que même à l'hôtel de ville de Crissier, on peut parfois manger tout à fait par hasard. C'est un peu cher quand même, mais c'est ça reste très très bon. Et depuis, vous avez trouvé avec qui vous aviez Absolument pas. Donc pas. Non. Donc alors je sais, ou bien c'était un projet, je sais pas ce que j'ai fait. Non, mon agenda, voilà. Je ne suis pas champion de la gestion d'agenda. Écoutez, vous avez bien mangé, ça c'est le principal. Exactement. Et vous avez passé un bon moment, ça c'est un deuxième point très important. Absolument. Évidemment. M le Média, la table de Knut. Il est surnommé Monsieur Louis ou l'amiral. Il a récemment pris sa retraite, laissant un vide au célèbre restaurant 3 étoiles de Crissier.
élu meilleur restaurant du monde en 2015. Depuis 1975, il a été le chef de salle de grands cuisiniers étoilés tels que Freddy Girardet, Philippe Rochat, Benoît Violier et plus récemment Franck Giovannini. À l'hôtel de ville de Crissier, il a enchanté le service pour des clients prestigieux, allant de têtes couronnées aux stars de cinéma. Son parcours étonnant de la ferme familiale en Bretagne à la reconnaissance mondiale témoigne de sa passion et de son dévouement pour la gastronomie. Bonjour Louis Villeneuve et bienvenue sur M, bienvenue autour de la table de Knut. Et bonjour à vous deux. Bonjour, merci. Comment ça va ? Ça va fort bien, ça va très très bien, je suis très heureux après... introduction de la retraite, je dirais. C'est-à-dire après à peu près 2 ans et demi de retraite. Juste le temps d'écrire un bouquin. Juste le temps de poser quelques lignes. Donc ce livre, on l'a tous les deux dans la main. Monsieur Louis, souverain majordome. Souverain, ça vous va très très bien parce que c'est vrai que quand on vous a connu à Crissier, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de se souvenir de votre prestance, de votre regard, parfois assez acerbe sur non, pas sur les clients mais sur les membres du service, et sur cette diplomatie légendaire qui fait que vous avez toujours su mettre tout le monde à l'aise, toujours trouver réponse à tout, ou d'ailleurs aussi cette fantastique capacité à ne pas répondre à des questions qui pourraient mettre quelqu'un mal à l'aise. Donc c'est le parfait diplomate en fait. Qui s'appelle beauté en touche. Voilà, exactement, oui, tout à fait. Et donc à Crissier, vous avez passé 46 ans, c'est ça ? J'ai passé 46 années, un peu plus de 46 années. Je suis arrivé le 15 août 1975 et j'ai quitté le 23 décembre 2021, si je ne me trompe pas. Et entre les deux, vous avez servi des têtes couronnées, des présidents, des stars bien sûr, oui. Alors, et plein d'autres gens. Oui, beaucoup de personnes insistent, ça fait la carte de visite, effectivement. C'est une page d'histoire où on fait honneur à ces têtes couronnées, ces gens très importants. Mais au début, c'était l'effet que ça me faisait. Et par la suite, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, en fait, tête couronnée ou pas, important ou pas, chaque client est important. Oui. Voilà, c'était ma devise en fait, et c'était vraiment... C'est certainement le secret du succès, disons, parce que vous nous le disiez hors antenne, l'accueil, le service, c'est une part importante. Énormément, on a considéré, il y a une quinzaine d'années, on a quand même, ou presque 20 ans, on a fait une petite analyse quand même sur la position de venir manger, venir se régaler dans une grande table. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, quelle que soit la notification qui est attribuée. Eh bien, l'accueil, c'est le premier pas. Bien sûr. Du client. Et le dernier d'ailleurs aussi. Puisque, disons, après le repas, c'est le service qui vous accompagne à la porte, en fait. Ça va de A à Z. Si vous avez loupé le A, ou si vous êtes branché les pieds pas bien... Est-ce que ça vous est arrivé ? Très rarement. Je dois dire franchement, très rarement. Je ne vais pas oser dire non, parce que quelqu'un pourrait peut-être me dire « Mais Louis, tu ne te souviens pas de... » Et en fait, honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir fait des bourdes, on va dire ça comme ça, si mauvaises. Mais je me suis toujours appliqué discrètement à ne pas... à répéter ou me mettre sur la retenue parce qu'il y avait quelque chose qui m'aurait peut-être énervé ou que j'aurais mal négocié la venue de telle ou telle personne. Mais en fait, en tant que responsable de salle, c'est aussi vous qui donnez le ton et qui devez surveiller tous les autres. Parce que à Crissier, vous étiez combien là en salle ? 21 dernièrement. Donc 21, ça fait beaucoup de monde à cadrer, à maîtriser, qui viennent d'horizons différents. Moi-même, des assistants maîtres d'hôtel, 3 sommeliers, et puis la brigade tout entière, 21 personnes. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour diriger diriger, ça, je ne veux pas dire que c'est facile, mais surtout pour donner le ton, en fait. C'est assez facile. D'abord, vous parlez à toute l'équipe, il faut faire comprendre à l'équipe qui vous êtes, à quoi vous attendez de leur service, et après, on y va.
Et ça, vous le faites avant chaque service ? Avant chaque service, oui. D'accord, donc il y a une donnée d'ordre, en fait. Oui. Comme à l'armée. Oui. Bah écoutez, je ne voudrais pas être trop... faire plaisir à quelques-uns, mais en fait, chez nous, c'est assez militaire quand même. Hein. Oui, bien entendu. Et moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. D'ailleurs, on appelle une brigade de salle. Oui, une brigade de salle. Moi, j'ai fait 5 ans d'internat total dans ma jeune enfance. Et après, j'ai fait du scoutisme. Après, j'ai fait l'armée. Après, j'étais seul dans la vie. Et après, j'ai dû diriger des brigades. Donc, j'étais déjà briefé. Voilà, vous aviez le bagage nécessaire pour affronter pour affronter Crissier, que vous avez quand même marqué de manière assez extraordinaire. La table de Knut. Et nous recevons ce matin à la table de Knut Monsieur Louis Souverain, majordome. C'est le titre notamment de ce livre qu'il faut absolument vous procurer si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur la légende qui est autour de cette table. Louis Villeneuve, merci d'être avec nous. Oui. Depuis, je crois, la parution sera le 6 juin. Le 6 juin, ouais, c'est depuis le 6 juin, depuis la semaine dernière. Depuis la semaine passée, oui. Oui, depuis la semaine passée. Il faut vous le procurer absolument aux éditions Noir sur Blanc. Magnifique bouquin, Knut Fender. Oui, magnifique bouquin. Livre, c'est pas seulement des anecdotes de Crissier, c'est le livre d'une vie surtout. Hein. Et en le dévorant, ça tombe bien à la table de Knut, en dévorant ce livre. Justement, j'ai appris plein de choses sur vous, sur votre enfance. Alors, racontez-nous un peu comment est-ce que vous êtes tombé dans l'hôtellerie. C'était très difficile parce que mes parents exploitaient une belle exploitation agricole aux portes de la ville de Rennes, qui est une ville assez importante quand même dans cette région de Bretagne. Mm-hmm. Mais c'était le moment où il y avait beaucoup d'évolution. C'était quelques années après la guerre 39-45. Et là, il fallait reconstruire le pays. Et en fait, chaque commune s'agrandissait. Et cette commune où nous étions s'agrandissait très, très rapidement. Du coup, en tant que fils de paysan, peut-être qu'il me revenait le droit reprendre la ferme, mais j'hésitais beaucoup. Mais vous avez fait des études même dans ce sens. Mais oui, bien sûr, j'ai fait une école d'agriculture dont je suis diplômé. Oui, justement. Mais c'est un peu ça qui vous a fait réaliser à un moment donné. À ce moment-là, effectivement, j'ai fait un stage qui n'était pas obligatoire dans la région parisienne parce que j'étais par mes oncles et tout ça qui avaient des vues plus grandes. La Bretagne était sur le milieu agricole beaucoup trop petit, sur des surfaces trop petites, donc pas assez, trop de matériel qui coûtait cher pour des exploitations où on n'arrivait pas si bien à rentabiliser. Alors j'ai voulu faire un stage dans la région parisienne, à 80 km de Paris, et à ce moment-là, ces gens-là avaient entre autres 200 hectares, c'était pas excessivement grand, mais déjà le même matériel que nous, alors déjà on peut amortir différemment. Ensuite, ils avaient 2000 poules pondeuses au sol, dans une vieille étable désaffectée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les œufs qu'ils allaient vendre à deux copains, deux producteurs, l'un à côté de l'autre, ils allaient à Paris directement, puisque c'était 80 km. Bien sûr. Paris, c'est facile avec une petite camionnette de se rendre là-bas. Et là, admettons, je ne me souviens plus du prix, mais je vous donne un exemple. Lorsque ces gens-là vendaient la douzaine 3 francs, nous, en Bretagne, on la vendait 2 francs. Alors je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. J'ai dit, les poules, dans chaque endroit, elles ne mangent pas plus dans un endroit que dans l'autre. Déjà, on a perdu 1 franc la douzaine, multiplié par les jours, multiplié par 365 jours. Ça fait déjà tout de suite une grande différence. J'ai trouvé assez amusante l'anecdote dans votre livre de ce monsieur que vous avez rencontré, qui était donc, je crois, chef responsable de cette exploitation agricole, et qui est arrivé en complet 3 pièces. En plus, c'était encore l'agriculture en Bretagne, c'était en gros la salopette, quoi. Et là-bas, je suis arrivé, ce monsieur très distingué, costume 3 pièces, voilà, voiture toute propre arrivée. Donc ça vous a fait réfléchir. Oui, ça m'a fait réfléchir au style de vie. Alors j'étais partant pour ce style de vie, mais j'ai fait un rapport de stage en rentrant à l'école, qui disait comme ça, mais... Alors moi, ça me convenait bien, hein. Déjà les chiffres, tout, la grandeur, tout allait bien. Une chose qui n'allait pas, et ça,
d'où mon choix, c'est que plus les exploitations sont grandes, plus on est seul. Oui. Et moi, j'ai besoin de contact. Je suis un homme de contact. Je ne suis pas hyper. On a eu l'occasion de le voir après. Oui, c'est ça, oui. J'ai besoin de contact, j'ai besoin de partager. Je vous interromps, mais donc c'est ça qui vous a poussé à un moment donné à changer. Oui. Et alors, comment est-ce qu'on arrive de cette ferme familiale à Crissier, tout ça en passant par Saint-Malo, Gstaad, le Canada? Alors du coup, tout simplement parce que mes parents étaient des gens, j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires, très modernes. Rares étaient les pays, mais très rares étaient les paysans qui prenaient des vacances à cette époque. Mes parents prenaient des vacances après les moissons ou dans des moments creux de l'année et nous emmenaient à gauche, à droite, ou bien le week-end seulement. On pouvait se permettre une petite virée à Saint-Malo ou à Dinard ou au Mont-Saint-Michel. Et là, quelquefois, par beau temps, on s'arrêtait pique-niquer, et puis, dans d'autres circonstances, on s'arrêtait au restaurant. Et à Dinard, par exemple, qui est une très belle station. Oui, c'est très beau. Un petit peu british. Magnifique maison, et tout à fait. C'est joli. J'ai vu ces beaux restaurants bien happés, ce service bien habillé. Ça m'a tout de suite... L'élégance, parce que mes parents nous habillaient toujours très bien pour sortir. On allait chez le tailleur, prendre les mesures. Rien n'était acheté comme ça, au tout fait. C'était la façon dont mes parents fallait... Et puis, est-ce qu'il n'y a pas chez vous un talent inné de diplomate, comme ça? Parce que l'habit ne fait pas le moine. Non. Vous avez endossé l'habit, c'est bien, mais dans le fond, vous avez ça dans le sang. Avec plaisir, parce que, comme vous dites, mon parcours, il y a partout une petite pancarte un petit peu spéciale. Par exemple, lorsque je suis arrivé la première fois à Schönried, donc en dessous du stade, ces gens-là parlaient français tout simplement parce que le patron, il s'appelait Freddy von Sebenthal, avait fait l'apprentissage avec Freddy Girardet à Lausanne. Voilà. Donc, raison pour laquelle, pendant son apprentissage à Lausanne, premier petit lien avec Crissier. Et puis alors, j'entendais, quand je suis arrivé, j'entends Monseigneur dans un petit salon par-ci, Monseigneur par-ci, Monseigneur par-là. Et pour finir, qui était-ce? C'était le prince Régnier de Monaco. Voilà. Ça, c'était en septembre, peut-être le mois je me trompe, c'était en 1966, on va dire automne. Voilà. Donc raison pour laquelle je me suis tout de suite fait. Dans cette région, bien sûr, j'ai rencontré maintes personnalités. Bien sûr. C'est un autre monde. Absolument. Mais alors, comment s'est fait le lien avec Crissier? C'était justement ce monsieur von Sebenthal. Il était très rapide parce que lorsque j'ai quitté la Suisse alémanique pour les bords du lac Léman, je suis retrouvé au Carlton à Lausanne sous la direction de monsieur André Cholet, qui était un directeur qui a marqué l'histoire de l'hôtellerie lausannoise. Parce qu'il avait une brigade dans son restaurant, le Richelieu, très aiguisée, une brigade italienne, des gens qui avaient un savoir-faire bien trempé. Et là, j'ai appris beaucoup. Mais entre deux, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Christian Defaille, journaliste connu en Suisse romande, Monsieur Cinéma après, sort un dimanche matin, je crois, j'arrive plus à trouver la date, 72-73, un article, le succès de la cuisine à 100 francs. Ouf, ça m'attire l'œil, parce qu'on était toujours à 22 ans, comme ça, on était... avec un copain, Jean-Michel Collin, par exemple, qui travaillait à la cuisine d'un restaurant et qui est devenu restaurateur par la suite. On était avides d'améliorer nos conditions professionnelles en premier. Eh bien, ça nous a attiré l'œil et nous nous sommes rendus à Crissier. D'accord. Voilà. Et c'est là que vous avez fait une offre c'est là que nous avons fait une offre, et l'offre, en fait, il y avait une offre, mais je suis arrivé un peu en retard, je dirais. C'est d'abord mon ami Jean-Michel Collin qui, lui, est rentré 2 ans avant moi. Mais en cuisine, donc. En cuisine, voilà. Et moi, 2 ans après, j'ai suivi. D'accord, début d'une nouvelle aventure. La table de Knut. Son livre est sorti il y a quelques jours à peine, la semaine dernière. Louis Villeneuve est avec nous sur le plateau pour Monsieur Louis, souverain et majordome, aux éditions Noir et Blanc. Il faut vous le procurer absolument. Vous allez pouvoir
non seulement, on le disait tout à l'heure, découvrir la vie de Louis Villeneuve, quelques anecdotes croustillantes. Le terme est bien choisi. Absolument, oui, tout à fait. Oui, alors pour ceux qui nous voient, puisqu'il y a radio, mais il y a aussi télévision, ceux qui nous voient défiler derrière nous aussi ces images magnifiques de vous en train de découper des volailles. Alors ça, vous ne le racontez pas directement dans le livre, mais ça fait partie de votre identité. Non, c'était fait en dehors de... Je voulais faire quelque chose, une approche que j'ai essayé de faire, et c'est toujours d'actualité d'ailleurs, si quelqu'un est intéressé, c'est pour transmettre en fait ce savoir. C'est ce qui m'intéressait, c'est ce qui m'intéresse toujours. Quand tu dis de quelqu'un intéressé, donc qui souhaiterait, qui vous donnerait un cadre pour donner des cours, exactement, par exemple. Oui. Je suis déjà pour l'école, je travaille un peu pour l'école Vatel là, actuellement. Très bien, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que de vous voir en train de découper une volaille ou un poisson d'ailleurs, c'est quand même quelque chose d'absolument... C'est un vrai spectacle en soi. Ça, vous l'avez aussi appris où? Parce que je l'ai appris déjà en premier lieu, c'était Chenery, où on faisait déjà un petit travail à table. Ensuite, je l'ai appris beaucoup à l'hôtel Carlton, le restaurant Le Richelieu, où on faisait beaucoup de choses à table que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'imaginer. Ça s'est un peu perdu par la suite. Ça s'est perdu malheureusement parce que ça nécessite une brigade. Bien sûr, il faut tout le monde aujourd'hui, tous les restaurants aujourd'hui n'ont pas le pas le personnel pour cette brigade. Voilà. Mais au travers d'une brigade, alors au Carlton, on pouvait faire les salades à table. Vous aviez un chariot avec 8 ou 10 salades différentes, mais si vous avez 6 personnes, il était possible que vous deviez faire 6 dressings différents. C'est ça. Oui. Donc ça prenait un certain temps. Et c'est vrai que c'était... Il faut y aller vite. Et là, pour revenir au découpage, le découpage est une chose, mais après, la dextérité et la rapidité en est une autre. Oui, parce qu'autrement, tout est froid. Vous devez manger chaud, et voilà, comme vous le dites bien, vous risquez de manger froid. Oui. Mais je pense que ça n'est jamais arrivé. Exactement. Oui, c'est vraiment toujours impressionnant à voir. Et donc, effectivement, appel à toute personne intéressée à organiser des cours avec Louis Villeneuve. Je pense qu'effectivement, ça peut être quelque chose de tout à fait magique. C'est passionnant, effectivement. Il est l'heure de la rafale des questions, Louis Villeneuve. Alors, c'est des questions très sympathiques qui vont un petit peu dans tous les sens. Il faut répondre le plus spontanément possible. Il y a un joker. Il y a un joker, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous êtes prêts? Oui, on y va, c'est difficile. C'est parti pour la rafale de questions. Rafale de questions pour Louis Villeneuve. Votre métier, Louis Villeneuve, c'est le plus beau métier du monde? Pour moi, oui. Quand vous sortez au restaurant, vous allez où? Pas nécessairement dans les meilleurs, pourvu que je m'y sente bien. Ah, ça c'est important ce que vous venez de dire. Bien s'y sentir, très important. Est-ce que vous êtes plutôt cervelas ou saucisse au chou? Saucisse au chou. Votre repas préféré, quel est-il? Je serais un peu exigeant, mais j'adore la truffe noire. Ah oui, je vous comprends. Quelle est votre boisson favorite? Le Bordeaux. La recette idéale pour séduire, c'est quoi selon vous? Les crêpes Suzette. Question, c'est toujours la question piège. Est-ce que vous aimez le Cénovis? Peu. Même très peu. Le repas qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Ça, ce sont des grands repas inimaginables. C'était au casino. Il y a eu plusieurs repas. Casino de Saint-Malo en 1968, alors que la France était sous l'effet des revendications, et on servait 500 personnes au casino face à la mer avec les langoustes. C'était absolument extraordinaire. Et aussi, évidemment, quelques mariages que nous avons fait d'exception, dont je ne peux prononcer le nom, à Crissier, où vraiment c'était l'exception. Exception. Oui. Et puis une dernière quand même pour la route. Vous êtes plutôt salé ou sucré? Sucré. Sucré. Et vous avez choisi cette musique de Sidney Bechet. Exactement. Qu'est-ce qu'elle évoque, cette chanson? Ah, c'est une mélodie qui me suit écoutée un peu, voilà. C'est magnifique. La musique, elle a une place importante pour vous, Louis Villeneuve? Ah oui, c'est la musique, selon les lieux que vous fréquentez, mais mon Dieu, ça vous prend. Ouais. C'est exceptionnel. Ouais. Mais ça peut être positif comme négatif. Tout à fait. Alors moi, évidemment, comme vous voyez, je le prends côté positif. Et c'est
Petite Fleur. Alors, qu'est-ce que ça évoque Petite pour Fleur vous? de Sidney Bechet, je crois que ça date des années 50. Peut-être j'ai pas bien fait une erreur. Mais je le connais depuis très 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 longtemps. Et je ne sais pourquoi le personnage déjà de Sidney Bechet, l'interprétation visuelle que j'ai eu la chance de voir et l'écouter à nouveau régulièrement, ça m'enchante. Oui. Et il existe d'ailleurs des paroles sur cette chanson aussi que notamment les Hot Sardines ont repris. Oui. Et c'est des très très belles paroles. C'est une très belle histoire de vie. Vous nous offrez la conclusion parfaite parce que histoire d'une vie, Monsieur Louis, souverain majordome. On commence à Saint-Malo. J'adhère énormément. Oui. C'est l'histoire d'une vie. La vie est tellement importante. Nous n'en avons chacun qu'une. Alors, exactement. Profitons-en. Voilà. Profitons-en et racontons-la aussi aux autres parce que la partager, c'est très beau. Donc merci de la partager. Exactement. Oui, merci à vous. Pour ce moment de partage, Louis Villeneuve. Du bonheur. Vous avez passé un bon moment? Excellent moment. Alors à très bientôt. Merci, cher monsieur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Cher monsieur Schwander. Merci. Un bonheur. Bon, à très vite. Merci. On vous souhaite un bon week-end, une belle journée. Merci encore et plein succès avec votre livre que vous pourrez retrouver dès maintenant dans toutes les bonnes librairies aux éditions Noir sur Blanc. M Média.